Salut tout le monde, bienvenue sur ce 14e épisode de la série pour créer un FPS en multijoueur avec Mirror et Unity. On se retrouve aujourd'hui pour parler un petit peu du système de jetpack et du carburant qu'on va ajouter. Le système de jetpack, vous le connaissez, on l'a ajouté il y a bien longtemps, c'est cette possibilité pour notre personnage de s'envoler dans les airs, et on va aujourd'hui faire en sorte de limiter cette fonctionnalité. Donc on va faire en sorte que les joueurs ne puissent pas voler simplement à l'infini autant qu'ils veulent, ils vont avoir une barre de carburant qu'ils vont pouvoir consommer pour s'envoler, et lorsque cette barre de carburant sera vide, il ne sera plus possible de continuer à utiliser le jetpack. Cette barre de carburant, on va faire en sorte qu'elle se régénère lorsque le joueur ne l'utilise pas. On va également profiter de cet épisode pour corriger un bug qui est un petit peu lié à ce système de jetpack, c'est que si le joueur s'envole et qu'on le relaisse retomber, on a ce petit effet de rebondissement. Donc c'est effectivement ce qu'on veut. Par contre, si on fait la même chose par exemple sur une surface comme ce cube, on va voir que le joueur va s'écraser dessus. On va pas avoir l'effet de rebondissement, et il va donc falloir qu'on fasse une petite amélioration à ce niveau-là. On va commencer par la partie UI, donc on va ajouter cette barre de carburant à l'écran, et ensuite on va la connecter au système technique. Donc on va faire en sorte de rendre cette barre dynamique et fonctionnelle. La première chose à faire, ça va être de faire un glisser-déposer de notre préfab Player UI qu'on a créé il y a un certain temps. Donc vous pouvez l'ajouter dans la scène. Vous pouvez passer en mode 2D, en cliquant sur le bouton que vous avez ici, vous sélectionnez Player UI et vous faites F pour faire un focus sur cet élément. Vous pouvez voir qu'actuellement on a un seul élément dans Player UI, c'est le crosshair, donc c'est notre réticule, et on va ajouter maintenant tout ce qui concerne la barre de carburant. Pour ça, vous pouvez faire un clic droit sur Player UI, on va aller dans UI, et on va ajouter une image. Dans le source image, on va ouvrir ici, et on va prendre le UI Sprite, donc c'est un élément qui est présent par défaut sur Unity. Si ce n'est pas déjà activé chez vous, pensez à cliquer sur le bouton Gizmo en haut à droite de l'onglet scène pour activer le contour de votre canvas. Ça sera quand même beaucoup plus simple. Et maintenant, cette image, on va la transformer en une sorte de barre verticale. Donc je peux simplement l'attirer comme ça à la verticale et je vais la placer en bas à gauche de mon écran parce que moi j'ai envie de la mettre par là, mais vous pouvez bien évidemment la mettre en bas à droite ou en haut à droite. Et on peut regarder dans l'onglet Game, moi je trouve ça pas trop mal et on pourra de toute façon évidemment toujours modifier et déplacer cet élément si nécessaire. Cette image, je vais la renommer en Thruster Fuel, donc pour l'essence de notre propulseur. On va pouvoir modifier un petit peu la couleur de fond. Moi je vais utiliser du noir, et je vais ensuite baisser l'opacité à quelque chose comme 0,35 à peu près. Ce qu'on est en train de faire actuellement en fait c'est le fond de la barre, c'est le background, et par-dessus on va ajouter un autre élément du UI au premier plan qui lui va représenter réellement le contenu, et c'est celui-là qu'on va faire varier de haut en bas. Mais le background lui sera toujours présent, toujours de la même taille, et il nous permettra d'avoir une référence pour savoir où on en est au niveau de la charge du jetpack. Vous pouvez maintenant sélectionner bien Thruster Fuel et faire CTRL D pour dupliquer cet objet, et cet élément qu'on vient de dupliquer, on va le glisser déposer sur Thruster Fuel. On va le renommer en Thruster Fuel Fill pour le remplissage, et c'est justement cet objet dont je vous parlais à l'instant qui va faire office de contenu. Donc vous allez pouvoir choisir maintenant la couleur en fait de cette barre. Moi je vais mettre un bleu clair, je vais augmenter un petit peu l'alpha, je vais laisser quand même un tout petit peu de transparence, donc je vais mettre à 0,9 à peu près, et je vais prendre un bleu cyan comme ça qui m'a l'air plutôt joli. On va maintenant s'occuper de la modification du pivot point sur l'axe Y. Donc qu'est-ce que c'est ? Le pivot point il est représenté par ce cercle bleu qu'on a sur le UI de notre scène ici. Donc par défaut, il est au centre de l'élément. Et c'est par rapport à ce point-là qu'on va faire les modifications de rotation ou de scale. Par exemple, actuellement, par défaut, le pivot il est à 0,5 sur l'axe X et 0,5 sur l'axe Y. Si je modifie un petit peu la rotation de l'axe Z, vous pouvez voir que cette barre va tourner sur elle-même, depuis son centre. Par contre, nous, ce qu'on veut, c'est modifier le pivot de l'axe Y à 0, ce qui va passer ce petit cercle bleu tout en bas, et si maintenant je fais la rotation sur l'axe Z, vous voyez que la rotation est modifiée depuis ce point ici qui est maintenant tout en bas. Ça c'était juste pour l'explication, nous la rotation on s'en fiche un petit peu, comme je vous l'ai dit, les rotations mais aussi les modifications de scale seront faites depuis ce point bleu qu'on a tout en bas. Ce qui veut dire que si on modifie maintenant le scale sur l'axe Y, eh bien on va pouvoir gérer le remplissage de cette barre. Vous voyez que selon la valeur qu'on a dans le scale ici, entre 0 et 1 sur l'axe Y, on a cette barre qui est plus ou moins remplie. Une bonne chose de faite, on va revenir à 1 sur le scale de l'axe Y pour remplir cette barre entièrement.
Toujours sur Thruster Fuel Fill, on va modifier ici le Rect Transform et on va mettre celui qui est tout en bas à droite, donc le stretch sur l'axe horizontal et l'axe vertical. Ça permettra à cet élément de vraiment s'adapter à son parent et de remplir entièrement le background. On va également ajouter un petit élément d'UI par-dessus cette barre pour qu'on sache quand même à quoi ça sert, parce que nous on le sait, mais le joueur s'il voit juste une barre bleue, il se doutera normalement que c'est pas sa barre de vie, mais il saura pas forcément à quoi ça correspond. Donc on va ajouter un icône qui va nous permettre de représenter l'utilisation de cette barre. On peut faire un clic droit sur Thruster Fuel, UI, Image, et cette fameuse image qui va nous permettre de représenter à quoi correspond cette barre, théoriquement vous l'avez déjà si vous avez suivi la série à la lettre. Dans mon dossier Multiplayer FPS Asset, c'est le dossier qu'on avait téléchargé sur Dev Asset, c'est notamment dans ce dossier que se trouve Weapons avec le modèle 3D de notre arme, Player Model avec le modèle 3D de notre joueur, et on a un dossier GUI qu'on avait déjà vu lorsqu'on avait ajouté la réticule, donc le viseur du personnage. Vous pouvez voir que chez moi j'ai 3 autres icônes, Ammo Icon, Elf Icon et Thruster Fuel, qui sont 3 éléments d'UI qu'on va utiliser dans cette série. Donc théoriquement vous les avez déjà, mais pour ceux qui ne les auraient pas téléchargés ou qui les auraient supprimés, je vous remets un lien en description pour télécharger ce pack Multiplayer FPS Asset sur le site Dev Asset, et si jamais vous ne voulez pas de ces icônes, eh bien vous pouvez tout à fait créer les vôtres ou en utiliser d'autres. Et c'est donc ce dernier icône, Thruster Fuel Icon, qu'on va utiliser pour représenter notre barre de Jetpack. Une fois cette icône sélectionnée, on va pouvoir modifier le texture type sur Sprite 2D NUI. On va laisser tout le reste par défaut, on va faire Apply. Ça va rendre cette icône utilisable pour le UI. On peut revenir sur notre image qu'on a importée dans la scène. On peut aller dans Source Image, et on voit maintenant apparaître le Thruster Fuel Icon, qu'on peut sélectionner. Je vais modifier un petit peu la taille de cette icône qui chez moi est de 100 par 100. Je vais mettre quelque chose d'un petit peu plus petit, comme 70 par 70, peut-être un petit peu moins, 65 par 65, et je vais ensuite déplacer l'icône en bas de la barre de carburant. Je peux modifier son Rect Transform ici en Middle Center, pour qu'on ait l'Ensure qui se mette en bas au centre, et on devrait maintenant avoir un effet plutôt sympathique. Si on va dans la scène, on voit qu'on a effectivement cette barre de carburant avec un petit icône qui représente son utilisation. Et toujours sur Thruster Fuel Fill, si on modifie le scale sur l'axe Y, on devrait pouvoir voir la barre augmenter ou diminuer. Donc c'est nickel, on a la première partie de notre système, la partie visuelle. On va maintenant s'occuper de la partie technique. On va donc ajouter un script qui va nous permettre de gérer ce système de carburant et qui nous sera aussi utile un petit peu plus tard pour notamment la barre de vie. On va donc aller sur Player UI, on va ajouter un component qu'on va appeler Player UI, c'est très original, et une fois ce script ajouté, vous allez pouvoir directement l'ouvrir dans Visual Studio. On va enlever les systèmes collections, les fonctions start update, et on va créer une variable qu'on va marquer en serializeField, qui sera de type Rect Transform, et qu'on va appeler Thruster Fuel Fill. Donc vous avez compris à quoi ça correspond, c'est notre fameuse barre de remplissage. On va ensuite créer une méthode pour modifier le scale de cet élément. Set fuel amount. On va prendre en paramètre une float, qu'on va appeler amount, et basé sur ce paramètre qu'on a passé, on va modifier le scale de notre élément. Donc on va dire Thruster Fuel Fill .local scale est égal à un nouveau vecteur 3. Sur l'axe X, on va rester à 1, on va pas le modifier. Nous, ce qu'on veut modifier, c'est l'axe Y, donc on va passer amount pour l'axe Y, et pour l'axe Z, ça va être comme le X, on va garder la valeur par défaut. On va avoir besoin maintenant d'accéder à Player Controller. Donc on peut revenir sur Unity, dans notre dossier script, et on peut chercher le script Player Controller qu'on va ouvrir dans Visual Studio. On va avoir besoin d'ajouter quelques variables pour la gestion de notre carburant. Donc en dessous de Thruster Force, je vais ajouter une variable que je vais marquer en serializeField, qui va être privée, de type float, et que je vais appeler Thruster Fuel Burn Speed, ce qui est plutôt transparent, je pense, comme nom de variable, c'est la vitesse à laquelle on va brûler le carburant qu'on a en réserve. On va créer une autre variable, marquée en serializeField, toujours privée, de type float, et qui va être Thruster Fuel Regen Speed,
encore une fois c'est transparent, ça va être la vitesse de régénération de la barre, donc à quelle vitesse est-ce qu'on va la re-remplir, la recharger, et on va en créer une dernière, qui va nous être utile, mais qu'on va pas avoir besoin de marquer comme serialize field, qui va être thruster fuel amount, qu'on va mettre égal à 1f de base, et qui va simplement correspondre au remplissage actuel de la barre. Maintenant qu'on a ces variables, on va s'occuper de les implanter. On va aller dans la fonction update, qui nous permet actuellement, ici, lorsqu'on appuie sur la barre espace, sur le bouton qui s'appelle jump, d'utiliser le jetpack. Actuellement on n'a pas de restriction, donc on peut voler à l'infini, on n'a pas de limite. On va commencer par mettre deux lignes qui vont nous permettre de vider la barre aussi longtemps qu'on utilise le jetpack, et une autre ligne qui va nous permettre de le régénérer. Donc ici, lorsqu'on appuie sur le bouton jump, lorsqu'on utilise le jetpack, on va dire que thruster fuel amount, donc le montant actuel de carburant qu'on a, on va le diminuer par thruster fuel burn speed multiplié par time.delta time. Puis on va faire l'inverse dans le else ici, ça veut dire qu'on n'utilise pas le jetpack, on va donc dire que thruster fuel amount va être plus égal, on va lui ajouter une valeur, et cette valeur ça va être thruster fuel regen speed multiplié par time.delta time. Alors c'est bien, on décrémente la barre lorsqu'on utilise le jetpack et on l'incrémente lorsqu'on l'utilise pas, mais actuellement on peut toujours voler indépendamment de cette barre. Donc aussi longtemps qu'on appuie sur le bouton pour voler, le personnage va voler. On va donc ajouter une condition ici, on va dire qu'on doit appuyer sur le bouton d'utilisation du jetpack, la barre espace, mais il faut aussi que thruster fuel amount soit supérieur à 0. L'autre problème qu'on a, c'est qu'actuellement, tant qu'on n'utilise pas le jetpack, thruster fuel amount va continuer d'augmenter. Pour remédier à ce problème, il va falloir qu'on clamp la value de thruster fuel amount. On veut toujours que cette valeur soit entre 0 et 1. Donc juste après cette condition, on va pouvoir dire que thruster fuel amount va être égal à matf.clamp pour bloquer une valeur entre une valeur minimale et maximale. Donc celle qu'on veut clamper, ça va être thruster fuel amount, et on veut que ce soit entre 0f et 1f, donc entre 0 et 1. Maintenant qu'on s'est occupé de la partie graphique et de la partie technique, il va falloir qu'on connecte les deux ensemble. Pour pouvoir connecter les deux, il faut que la partie UI ait accès à thruster fuel amount. C'est une variable qu'on a marquée en privé, donc il va falloir qu'on crée un getter pour pouvoir la récupérer. Donc en dessous de la variable, on peut créer une public float get thruster fuel amount, et à l'intérieur on va juste pouvoir faire un return thruster fuel amount. Depuis Player UI, on n'a pas accès à Player Controller pour l'instant, donc on va créer une référence, on va créer une variable privée de type Player Controller, qu'on va appeler controller tout simplement. Et donc vous l'avez deviné, il faut qu'on puisse mettre dans controller la fameuse référence à Player Controller. Sauf qu'on ne va pas pouvoir faire un glisser-déposer de Player Controller dans controller directement, ni utiliser une fonction start dans Player UI, parce que je vous rappelle que cette préfab, Player UI, est un petit peu particulière à cause du network. On n'a qu'un seul Player UI dans la scène, donc on va faire en sorte de remplir cette variable dynamiquement. On va créer une méthode publique, qu'on va appeler setController. On va prendre un argument du type Player Controller, qu'on va appeler underscore controller, et ce qu'on va faire, c'est simplement dire que controller va être égal à underscore controller. On va simplement appeler setController depuis un autre script, qui sera player setup, on va y revenir dans une seconde, et lorsqu'on va appeler cette méthode setController, on va passer le contrôleur de notre joueur, et automatiquement ce script y stockera ce qu'on lui a envoyé dans la variable controller. Et ce script Player UI va avoir besoin d'avoir accès au contrôleur, on l'a vu, justement pour tout ce qui concerne la partie Jetpack. Donc comme je le disais, cette méthode setController, on va plutôt l'appeler depuis Player Setup. On va revenir sur Unity. Vous pouvez chercher votre script Player Setup, donc chez moi il est ici, dans le dossier script. Je vais donc double-cliquer sur Player Setup, ça va me l'ouvrir. On va aller dans la méthode Start, et on peut voir que dans cette void de Start, la création du UI du joueur local. On va instancier en fait la préfab de notre Player UI. Après l'avoir instancié, ce Player UI, il va maintenant falloir qu'on le configure. Donc on va ajouter un commentaire, configuration du UI. On va créer une variable du type Player UI, qu'on va appeler UI, et qui va être égale à Player UI Instance,
donc l'objet qu'on a fait apparaître, et on va récupérer dessus, on va faire un getComponent du player UI. Donc ce fameux script qu'on a créé et qu'on a ajouté sur le player UI, on va y avoir accès maintenant depuis player setup au moment où on fait apparaître le UI. Comme d'habitude, on fait un getComponent qui pourrait potentiellement ne pas être là si on oublie de l'ajouter, donc on va quand même vérifier s'il est là. On va dire que si UI est égal à nul, donc si la variable ci-dessus est vide, on va créer un debug.logerror pour qu'on soit quand même au courant et qu'on puisse corriger le problème. Et on va marquer pas de component player UI sur player UI instance. On va mettre un else, si jamais on arrive effectivement à bien récupérer ce UI, qu'il est bien présent, eh bien on va le configurer. Et on va donc faire un UI.setController. SetController, on doit donc lui passer un élément de type playerController, et chez nous il est sur le joueur, sur ce même objet, donc on peut juste faire un getComponent et passer playerController. Si tout ce système fonctionne bien comme prévu, on devrait avoir dans PlayerUI la variable controller qui va être remplie. Donc il y aura bien à l'intérieur le script PlayerController. D'ailleurs, on va rapidement revenir dans Player Setup. Je vous ai dit à l'instant que quand on fait un getComponent, on essaie de vérifier si ce component a bien été récupéré, sauf que là, on a passé directement PlayerController en le récupérant comme ça dynamiquement. Donc théoriquement, PlayerController pourrait ne pas être là. Donc ce qu'on va faire dans Player Setup, c'est que tout en haut, on va ajouter un requireComponent type of, et on va mettre PlayerController. Théoriquement, si on a un script player setup qui est présent, on a forcément un script de type player controller. D'ailleurs, je me suis rendu compte en faisant cette vidéo que j'ai oublié un autre require component qui commence un petit peu à dater, mais on va quand même l'ajouter, et ça va être require component type of, et ce type of va être de type player. Player, c'est également un script qu'on avait ajouté sur la préfab de notre joueur. Si je sélectionne la préfab du joueur, on peut voir qu'on a bien un script player qui est présent ici. Donc c'est optionnel, mais on va quand même l'ajouter juste histoire d'être raccord avec tous nos systèmes. On va retourner dans Player UI et on va maintenant faire en sorte de mettre à jour dynamiquement le montant de notre barre de carburant. Donc on va créer une void update et on va appeler setFuelAmount, c'est la méthode dans ce même script, en passant controller.getThrusterFuelAmount. Et en théorie, ça devrait suffire. On va sauvegarder tout ça, pensez à sauvegarder tous les scripts que vous avez ouverts pour rien oublier. On va revenir sur Unity. On va aller sur notre player UI qu'on a dans la scène, qu'on n'a pas encore enlevé, et on a un ThrusterFuelFill qui est apparu en variable sur player UI. On va donc glisser ThrusterFuelFill sans surprise. Toujours sur player UI, on va faire override applyAll, on va supprimer cet élément de la scène et on va aller tester. J'appuie sur play, je fais host, et j'ai maintenant donc ma barre qui apparaît en bas à gauche, et si je reste appuyé sur la barre espace, on peut voir que mon personnage va s'envoler, et je vais bien consommer le carburant que j'ai dans la barre. Lorsque je relâche la barre espace, lorsque je n'utilise pas le jetpack, on peut voir que cette barre remonte, et elle va remonter jusqu'au maximum ici. Donc on a un système qui est plutôt fonctionnel, on va juste rencontrer un problème, c'est si on reste appuyé sur la barre espace à l'infini. Vous voyez que le personnage va redescendre par à-coup. Ce bug, il est simplement dû à la vérification qu'on a ajoutée tout à l'heure dans PlayerController. On va d'ailleurs retourner dans ce script pour corriger ça. Dans la méthode update, on fait une première vérification. Lorsqu'on appuie sur le bouton d'utilisation du jetpack, on vérifie qu'on a bien du carburant supérieur à 0. Si on a du carburant, on veut pouvoir s'envoler, ce qui est vrai, donc on va laisser cette condition. Par contre, on va ajouter une petite valeur de sécurité qui va faire en sorte qu'on puisse réellement s'envoler uniquement si on n'a pas au-dessus de 0, mais qu'on a une petite réserve. On va donc dans cette condition en créer une autre, et on va dire que si ThrusterFuelAmount est supérieur ou égal à 0,01f, donc une petite valeur qui va nous permettre de sécuriser le système, alors on va lire ces deux lignes et donc effectuer effectivement l'envol du personnage. Donc si le montant de carburant est supérieur à 0, on va effectivement le diminuer aussi longtemps qu'on appuie sur la barre espace, mais si on n'a pas un minimum de réserve, on va faire en sorte que le personnage ne puisse pas s'envoler. Vous allez voir que ça va être invisible à l'œil du joueur,
et notre bug va être corrigé, donc vous pouvez sauvegarder ce que vous avez modifié, appuyer sur play, et vous allez voir que cette fois-ci, si je reste appuyé sur la barre espace pour mon jetpack, une fois la barre de carburant vide, vous voyez que mon personnage est directement descendu. Et aussi longtemps que je reste appuyé sur la barre espace, et donc que je consomme théoriquement du carburant, eh bien la barre ne va pas se régénérer. Donc notre barre de carburant a en quelque sorte deux statuts. Soit on l'utilise et donc on ne la régénère pas, soit elle se régénère lorsqu'on ne l'utilise pas. Donc voilà pour la correction de ce petit bug, et on a maintenant un système de jetpack qui fonctionne et qui est limité par une barre de carburant. Vous pouvez évidemment donc modifier la vitesse de régénération de cette barre et sa vitesse de consommation. Pour ça, vous pouvez aller sur votre joueur et dans Player Controller, vous avez ici le Thruster Force, donc la force du jetpack, et vous avez Thruster Fuel Burn Speed et Fuel Regen Speed. Donc si je mets Burn Speed à 0,5, la vitesse de consommation du carburant va être 2 fois moins rapide. Ce qui fait que je vais pouvoir aller 2 fois plus haut. Et la régénération, donc là elle est à 0,3, si maintenant je mets 1 par exemple, vous allez voir que la barre elle va se régénérer très très rapidement lorsque je n'utilise pas le jetpack. Donc c'est à vous de voir pour ces deux valeurs, Burn Speed et Regen Speed. On va maintenant passer à la deuxième partie de la vidéo, à savoir le bug fixe par rapport aux différents obstacles. Donc je vous le disais en début de vidéo, si je m'envole avec le jetpack et que je relâche, vous voyez que le personnage va avoir ce petit effet de rebondissement. On va pas avoir l'impression de s'écraser complètement sur le sol. Par contre, cet effet d'écrasement, on l'a lorsqu'on essaie de se poser sur des obstacles. Si là je lâche mon jetpack, vous voyez que le personnage s'écrase vraiment sur le sol, on n'a pas l'effet de rebondissement. D'ailleurs cet effet de rebondissement, si je me mets au-dessus du sol, que je vais dans la scène, et que je vais près de mon joueur, si je soulève le joueur depuis l'onglet scène et que je le relâche, vous voyez qu'on a aussi cet effet de rebondissement. Donc cet effet, on l'a grâce au Configurable Joint, ce component ici qui est très complet et qu'on a sur notre joueur. Sur ce Configurable Joint, on a une variable Target Position qui est à 0, 0, 0. Si je mets -1 sur l'axe Y, vous voyez qu'on a ce offset, on a ce décalage qui se crée, et maintenant notre personnage ne vole pas par rapport à la position 0, mais par rapport à la position -1, ce qui fait que le personnage, comme vous pouvez le voir, est un petit peu surélevé. Le problème avec ce target position, c'est que vu que nous, on est de base à 0, 0, 0, ça fonctionne sur un terrain, parce que le terrain chez nous, il est justement à 0 en Y, par contre si on va au-dessus d'un objet, là ça ne fonctionne plus, vu que l'objet est en quelque sorte surélevé. Donc comment est-ce qu'on va gérer ça? Eh bien ça va être plutôt simple. Ce qu'on va faire, je vais me mettre dans l'onglet scène, c'est que on va, depuis notre personnage, tirer un raycast, on va tirer une ligne vers le bas, en dessous du personnage, pour détecter lorsqu'il y a un objet. Et lorsqu'on va détecter un objet, on va adapter le target position ici de notre configurable joint pour pouvoir avoir le personnage qui va avoir l'effet de rebondissement, peu importe la hauteur. Vous voyez que pour ce cube, j'ai augmenté le target position, alors je l'ai diminué plutôt, à -2,56, et vous voyez que là le personnage n'est plus collé sur le haut de la plateforme, il est un petit peu en hauteur. Et ce qu'on va faire donc, c'est modifier le target position Y qu'on a ici, dynamiquement selon l'objet qui est en dessous, et selon en fait sa hauteur dans le monde. Vous allez voir que ça va pas être particulièrement compliqué, on va arrêter le mode play, on va retourner dans Visual Studio et dans Player Controller. On va aller dans la méthode Update, et on va créer donc le fameux raycast dont je vous parlais et faire la détection des objets et l'adaptation du joint selon ce qu'on va détecter. Ce raycast, on va pouvoir le créer tout en haut de la méthode update, il n'aura rien à voir avec tout ce qui est mouvement, rotation, etc. Donc c'est pas très important l'ordre dans lequel on le fait. On va créer une variable de type raycastHit qu'on va stocker dans hit. Les raycasts on les a déjà un petit peu utilisés dans cette série, notamment pour les tirs, donc je rentre pas trop dans les détails. On va ensuite créer réellement ce raycast et vérifier s'il touche quelque chose, donc on va le mettre dans une condition if, on va dire physics.raycast. Entre parenthèses, on va dire d'où est-ce qu'il doit partir, transform.position, donc l'objet actuel, notre joueur. On va l'envoyer dans la direction vector3.down, on va l'envoyer vers le bas, en dessous du joueur. Le résultat de ce raycast, donc l'objet touché, à quel endroit on a touché, etc., on va le stocker dans notre variable _hit, qu'on a créé juste au-dessus, et on va devoir ensuite créer une longueur pour ce raycast, que par défaut on va mettre à 100 unités, mais qu'on pourra modifier plus tard. Et si cette condition est lue, donc si on arrive à l'intérieur, c'est qu'on a un objet qui est touché par le raycast. On va donc à ce moment-là accéder à notre joint, on a déjà créé une variable pour y accéder, donc le configurable joint, qui est d'ailleurs juste au-dessus ici,
et on va modifier son target position. Donc c'est ce que j'ai modifié dans l'inspecteur tout à l'heure pour vous montrer, et on va dire que cette valeur va être égale à un nouveau vecteur 3. Ce qu'on va envoyer, ça va être 0f sur le x. L'axe y c'est celui qui va nous intéresser, qu'on va donc devoir rendre dynamique, on va le modifier dans un instant. Et sur l'axe z, on va mettre 0f. On ne veut modifier chez nous que l'axe y. Et la nouvelle valeur qu'on va attribuer donc au y de notre target position, ça va être tout d'abord une valeur négative. On l'a vu tout à l'heure, hein, plus j'allais dans le négatif, plus le décalage entre le sol et le personnage augmentait, donc le personnage allait vers le haut, donc il faut qu'on mette une valeur négative, et cette valeur ça va être it.point.y, ça va être en fait le point de contact. On va prendre le point de contact, le passer en négatif, et l'envoyer dans notre joint. Et dans l'éventualité où ce recast ne touche rien, on va ajouter un else, et on va copier cette ligne, et on va juste dire ici, en référence, 0f. Donc si jamais on n'a pas d'éléments en dessous de notre joueur, le recast ne trouve rien, alors on va dire que les points de référence, ça va être 0, 0, 0, soit théoriquement le sol. Une fois qu'on a fait tout ça, on sauvegarde, on revient sur Unity et on va pouvoir tester. Je vais aller sur la préfab de mon joueur et je vais modifier donc les deux valeurs dont je vous ai parlé avant, le thruster fuel burn speed et la vitesse de régénération du carburant. Chez moi je vais faire en sorte que la consommation du jetpack soit assez lente, je vais mettre 0,5 et je vais faire en sorte que la régénération soit plutôt rapide. C'est juste pour les tests, dans un environnement réel c'est pas forcément des bonnes valeurs. Alors on va rapidement tester, je vais appuyer sur play et faire host, et vous allez avoir une chance sur deux, soit votre personnage comme moi s'envole à l'infini sans que vous touchiez à rien, soit votre personnage reste au sol. Que vous ayez ce problème ou non, je vous recommande fortement de suivre les étapes suivantes pour être sûr que le problème n'apparaisse jamais. On a en fait sur nos objets qui ont les systèmes de particules du jetpack, des colliders qui sont détectés par le raycast. Et donc ce que fait le système de raycast, c'est qu'il a l'impression qu'il y a toujours un objet en dessous de lui, et du coup il va à chaque fois augmenter encore et encore le target position de notre joint. Expliquer comme ça c'est un peu compliqué, donc on va directement corriger ça. On va mettre le joueur dans la scène. Vous pouvez l'ouvrir, aller dans Graphics, Player Model, Thruster, et sur Afterburner Right, vous pouvez voir que chez moi j'ai un Sphere Collider qui se trouve sur cet objet. Donc le raycast le détecte en permanence et il a toujours l'impression qu'il y a un objet qui le suit en quelque sorte. Il y a également un script Afterburner Physics Force qu'on avait je crois désactivé ensemble. On va enlever ce script, on va faire Remove Component. Pareil pour le Sphere Collider, on va faire Remove Component. Vérifiez bien, vous devriez pas l'avoir, mais sur le Particle System vous avez une petite section collision ici, vérifiez bien qu'elle soit désactivée. Et on va faire pareil sur le Afterburner Left. Alors chez moi, j'ai pas de collider sur le Afterburner Left, alors j'ai dû oublier de l'enlever lorsque j'avais mis en place le système, mais vérifiez que vous n'avez ni collider ni script sur les Afterburner Right et Left. Une fois que vous avez enlevé ça, ou que vous avez vérifié que vous avez rien, vous allez sur Player, Override, Apply All, on supprime le joueur de la scène et on va retester. On va appuyer sur Play, Host, et on n'a plus le personnage qui s'envole à l'infini, donc c'est parfait. Si j'utilise le jetpack et que je relâche le joueur, on peut voir que on a toujours l'effet de rebondissement, on ne s'écrase pas, et on va tester maintenant sur un élément, par exemple sur ce cube, si je monte dessus, vous pouvez voir que je ne m'écrase plus dessus. J'ai bien l'effet de rebondissement également sur cet objet. Et dans l'onglet scène, on peut voir que c'est pareil, si je prends le joueur et que je le relâche au-dessus d'un élément, on a l'effet de rebondissement. Donc c'est parfait, on a notre système qui est maintenant bien fonctionnel. Aujourd'hui on a ajouté une barre de carburant pour notre UI et on a fait en sorte que cette barre de carburant limite les déplacements et l'utilisation du jetpack de notre joueur. On a également corrigé un bug au niveau de l'atterrissage du joueur sur certaines surfaces. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, j'espère qu'elle vous a plu. Un grand remerciement comme d'habitude à tous les tipeurs du mois dernier qui sont affichés sur la droite de l'écran, et un remerciement spécial à David, Spock2018, Castelbern, Julien et Spyprog. Si vous souhaitez vous aussi soutenir financièrement la chaîne, vous pouvez le faire via Tipeee ou Utip, vous avez les liens en description, c'est grâce à ces dons que tout ce contenu produit et partagé sur YouTube est gratuit. Je remercie d'avance ceux qui feront un tour sur ces pages, et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode de la série. Salut!